14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y a eu 3 viols de plus et que c'est inacceptable puisque nous les avions prévenus qu'il y aurait des viols commis par Trémaux dès sa sortie. Nous ne nous sommes pas trompés, hélas. Je voudrais savoir comment nos politiques vont dormir ce soir parce que rien n'a été fait alors qu'ils étaient prévenus. Bonjour, Patrick Trémaux, le violeur des parkings de l'Est parisien. Dans la chronique judiciaire, un nom synonyme de récidive, illustration de l'impossible guérison d'un homme qui, malgré 2 procès aux assises, 2 longs séjours en prison, a continué à sa sortie à s'attaquer aux femmes. À l'époque, à l'issue du 2e procès, personne n'avait entendu les cris des victimes. Elles avaient dit que Trémaux recommencerait. Elles avaient frappé à toutes les portes, mais cet avertissement était resté lettre morte. Au total, Patrick Trémaux sera déclaré responsable de 18 viols, une mécanique implacable que la justice ne sera pas parvenue à enrayer. Trémaux, un nom à jamais marqué par ses crimes, tellement lourd à porter que lorsque l'intéressé est sorti de prison en juin 2021, après 20 ans passés en détention, sa présence a soulevé une vague d'hostilité. Considéré comme un violeur incurable, comme l'envoyé du diable, une expression qu'avait employée une fois sa propre mère. Comment Patrick Trémaux est-il devenu un violeur en série? Pourquoi gêne-t-il encore 35 ans après son premier crime? Des questions que nous allons poser à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire de Patrick Trémaux, viol en sous-sol, affaire qui commence à la fin du printemps 1993, avec une plainte déposée dans un commissariat de l'Est parisien. Dans la nuit du 14 au 15 juin 1993, Agnès, 23 ans, est devant les policiers du commissariat du 11e arrondissement pour raconter l'agression et le viol qu'elle vient de subir. La jeune femme explique avoir quitté 2 heures plus tôt en voiture le restaurant dans lequel elle travaille en qualité de serveuse. Elle indique avoir éprouvé le curieux sentiment d'avoir été suivie par une autre voiture, mais ce véhicule a ensuite disparu. Elle s'est garée pas très loin de son domicile qu'elle a rejoint à pied. Dans le hall d'entrée, quand elle a ouvert la porte de l'ascenseur, elle s'est retrouvée face à un homme. Celui-ci a simplement dit qu'il descendait au 2e sous-sol récupérer sa voiture. Elle n'a pas eu le temps de le dévisager. Quand l'ascenseur est parvenu à destination, l'individu s'est jeté sur elle, a posé son énorme main sur sa bouche jusqu'à l'empêcher de respirer. Il était armé, un couteau sans doute. Il a commencé à la caresser, lui a parlé en disant qu'elle était belle et de ne pas s'inquiéter. Quand l'étreinte s'est légèrement relâchée, Agnès a tenté de s'enfuir, mais l'homme l'a alors ressaisie, lui a cogné la tête contre l'escalier et l'a violée avec un préservatif. Elle ne peut que très vaguement décrire le violeur. L'enquête va rester de longs mois au point mort. 16 juin 1994. Un an, quasiment jour pour jour après l'agression d'Agnès, Anne Bordier, 28 ans, est attaquée dans son parking par un homme athlétique et puissant. Elle se souvient de ses larges mains, la droite pouvant recouvrir presque entièrement son visage. Anne a essayé de se défendre, mais son agresseur l'a attrapée par les cheveux. Il a fini par la violer et l'a laissée dans sa voiture en l'avertissant qu'il allait mettre le feu au véhicule. Le violeur a rapidement disparu. La plainte de la jeune femme ne passe pas inaperçue. La police la recoupe avec d'autres faits étrangement similaires recensés dans les sous-sols d'immeubles, parkings, locales poubelles, escaliers, dans les 11e et 20e arrondissements, un périmètre proche de l'est de la capitale. Au total, 6 dossiers de viol et d'agression sexuelle, des faits commis depuis le mois d'avril 1993, présentent les mêmes caractéristiques criminelles. Un violeur qui agit la nuit, à des heures tardives. Les victimes se ressemblent beaucoup physiquement, des femmes minces, généralement brunes, la vingtaine ou la trentaine, qui rentrent de leur travail. Aucune n'est en mesure de décrire son visage, mais elles se souviennent toutes de son regard, cruel, déterminé, impitoyable. C'est le seul indice qui figure d'ailleurs sur les portraits robots. L'homme parle gentiment à ses victimes, mais peut basculer soudain dans la violence. Il leur demande leur prénom, lui dit s'appeler Jean-François.
Les policiers des 3e et 4e DPJ n'en ont pas fini avec ce rôdeur sexuel qui a tout d'un prédateur. Les plaintes similaires continuent d'affluer à l'automne 94 et lors des premiers mois de 1995. Marie-Ange dans le 10e arrondissement, Ayette, Claudia, Muriel, Eva ou encore Gladys. Au total, les enquêteurs attribuent à celui qu'on va appeler le violeur des parkings pas moins de 14 viols et agressions sexuelles. Un individu qui prend toutes les précautions pour ne laisser derrière lui aucune empreinte, aucun détail susceptible de le trahir. Des yeux glaçants et un timbre de voix resté à jamais dans la mémoire des victimes ne suffisent toutefois pas à la police pour faire réellement avancer les investigations. L'affaire n'a pas été ébruitée afin d'éviter la curiosité des journalistes, mais aussi la multiplication des fausses pistes. Le 29 mars 95, la dernière femme à déposer plainte, Gladys, décrit à nouveau le même mode opératoire, violée sous la menace d'un couteau posé sur sa gorge. Elle ajoute un détail qui l'a marqué. Le violeur porte des chaussures jaunes. Et on va voir dans le chapitre suivant et au fil de cette heure du crime que ce détail va peser lourd dans le cheminement de l'enquête. On a en ligne avec nous Gérard Bousquet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Bousquet, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct depuis le bureau RTL de Bordeaux, à côté de Philippe de Maria, qui est le patron de ce bureau RTL à Bordeaux et que évidemment nous saluons. Vous êtes ancien commandant de police judiciaire et chef de groupe à l'époque de cette affaire, auteur du livre autobiographique La police judiciaire vécue de l'intérieur aux éditions Pascal Gallaudet. Gérard Bousquet, quand est-ce que vous vous dites, vous, côté policier, qu'il y a sans doute une série qui est en train de se profiler derrière tous ces viols? On a commencé assez tôt, à partir de 93, donc ça a duré donc 2 ans, et grâce notamment au recoupement qu'il ne faut pas négliger du bureau des synthèses, donc à la préfecture, qui regroupait toutes les affaires. Donc ça nous donnait des synthèses avec des individus auxquels on donnait un terme générique. Par exemple, pour Trémo, c'était le violeur des parkings, et donc ça nous permettait de regrouper des affaires dont on n'aurait pas eu forcément connaissance dans notre secteur. Bien sûr. Il se trouve que en fait, de mon côté, j'avais plusieurs viols avec le même signalement et le même mode opératoire. Et mon collègue donc Guy Bertrand, qui était lui aussi chef de groupe, avait d'autres viols, et d'autres viols étaient au sein de la 3e DPJ. C'est ça, donc vous avez réussi finalement à recouper ces histoires, à les rassembler finalement en échangeant avec vos collègues. Ce violeur des parkings, on ne sait pas évidemment à ce moment-là que c'est Trémo, il ne laisse aucune trace, il est très méfiant. Oui, d'une part, il avait un mode opératoire qui ne permettait pas aux victimes de donner un signalement correct, notamment parce qu'il les approchait en se tenant très prudemment derrière les victimes, ce qui fait que ces victimes-là ne donnaient pas un signalement complet. La plupart donnaient un signalement particulier en ce qui concernait ses mains. Il avait des mains très très fortes, très très puissantes, qui lui permettaient de bloquer les victimes, et c'est surtout ce signalement qui faisait qu'on trouvait un point d'entrée dans toutes les affaires, avec ce côté puissant, cette emprise donc des victimes par l'homme qui se tenait pratiquement systématiquement derrière. En plus, utilisation d'un préservatif, donc effectivement les traces génétiques, il n'y en avait pas. Ne soient pas repérées. Et puis, encore un mot, Gérard Bousquet, il y a cette voix, parce qu'il parle sans arrêt aux victimes. Et c'est plutôt, elles le décrivent d'ailleurs, c'est effrayant d'ailleurs, effrayant et paradoxal, comme quelqu'un qui a une voix douce. Oui, c'est un mélange de contraintes et un mélange pratiquement de gentillesse. C'est-à-dire que d'un côté, il peut être presque dans le discours amoureux, et de l'autre, dans le discours de menace. Oui. Et ça, cette espèce de travail comme ça psychologique sur les victimes, ça les a beaucoup marquées. Elles avaient l'impression des fois d'être avec leur petite amie, alors qu'elles étaient en présence d'un violeur. Ouais, ce qui est extrêmement troublant. Il y a une espèce de chantage comme ça qui est tout à fait effrayant. Bonjour Stéphane Boucher. Bonjour.
Merci d'être vous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, vous avez réalisé un documentaire pour la télé en 2015 sur cette affaire, Patrick Trémo. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans mon récit, c'est que c'est aussi un voleur, Trémo. Hein, à l'époque, on ne sait pas que c'est lui, mais c'est aussi un voleur. Disons le jour où il est arrêté, c'est à la faveur d'un vol à la roulotte dans un parking parisien. On verra ça. Donc il a un peu ce profil, il a eu quelques petits boulots, enfin c'est un petit peu quelqu'un qui zone quelque part et qui traîne dans les parkings à cette époque-là. Et si je vous dis ça, c'est que fatalement un voleur, c'est pas forcément le profil d'un violeur. Hein, c'est pas des choses qui généralement marchent ensemble. Non, du coup en fait on s'est rendu compte au moment de l'arrestation de Trémo qu'il avait des antécédents quand même au niveau d'agression sexuelle et de viol et qu'il était simplement connu comme au moment de son arrestation comme voleur à la roulotte dans les parkings. Bien sûr. Gérard Bousquet, vous faites quelques portraits robots je crois à l'époque, ça donne quoi ? Rien, parce que c'est un type européen, mais avec des caractéristiques physiques qui sont communes à beaucoup de types européens. Donc on ne peut pas en tirer des conclusions manifestes. Le portrait robot, pour qu'il soit diffusé, qu'il soit montré aux victimes, il faut qu'il soit très très précis. Bien sûr. Et c'est pas souvent le cas. 14 viols et agressions sexuelles. L'homme qui sévit dans les parkings de l'Est parisien n'est qu'une vague silhouette, jusqu'à ce qu'un incroyable concours de circonstances permette son arrestation et livre en nom Patrick Trémo. Ce 20 mars 1995, les policiers du commissariat du 20e arrondissement entendent un homme qui a été surpris en train de fracturer des voitures à la recherche d'objets de valeur. Un classique voleur à la roulotte. L'individu reconnaît sans difficulté les faits et son dossier va donc être rapidement transmis au parquet de Paris. Un détail intrigue toutefois les fonctionnaires qui l'interrogent. À un moment, juste après son interpellation, il a essayé de se débarrasser d'un étui de préservatif. En quoi un préservatif peut-il être à ce point gênant et compromettant ? Il est encore noté un détail vestimentaire loin d'être anodin. L'homme porte des chaussures jaunes. Or, dans ce même commissariat, une femme prénommée Gladys vient de porter plainte pour viol contre un homme qui porte des chaussures jaunes, un individu qu'il a aussi dépouillé de ses bijoux. Gladys est rappelée au commissariat, on lui présente le jean et les fameuses chaussures, elle les reconnaît formellement. Les bijoux de la victime sont découverts dans la voiture du suspect, un dénommé Patrick Trémo, 31 ans, célibataire, sans emploi, et vivant à Brunoy, dans l'Essonne. Les enquêteurs ont alors la quasi-certitude de tenir le violeur des parkings. Patrick Trémo est placé en garde à vue pour être interrogé sur la série de viols dans des parkings et des sous-sols. Il consent à dire qu'il est bien l'auteur de l'agression contre Gladys, mais ne reconnaît aucun autre viol. Les autres, dit-il, ce n'est pas lui. Il ne s'est pas jeté sur des femmes qui rentraient chez elles. 6 plaignantes sont contactées pour venir assister à un tapissage, une séance où le suspect, encadré d'autres hommes, apparaît derrière une glace sans teint. 4 le reconnaissent à cause de ses yeux, dont l'expression les avait sidérés. Ces femmes confirment leur jugement après avoir entendu la voix de Trémo, un timbre caractéristique resté dans leurs oreilles. Le doute n'est plus permis. Trémo a beau nier les crimes qu'on lui impute et se présenter comme un petit voleur. Les témoignages sont accablants. Son parcours judiciaire ne prêche pas non plus en sa faveur. Patrick Trémo est un habitué des agressions sexuelles et des viols. En 1984, alors âgé de 21 ans, il a écopé de 18 mois de prison pour exhibitionnisme et attentat à la pudeur à l'encontre d'une jeune autostoppeuse. Beaucoup plus grave, en 1987, il avait 24 ans. Il a été condamné à 7 ans de prison pour le viol et le vol à Créteil dans un parking d'une jeune femme. Lors de cette comparution devant la cour d'assises du Val-de-Marne, Patrick Trémo avait fait profil bas. Il avait assuré qu'il ne recommencerait plus et qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui. Il était sorti de prison en 1990, était retourné vivre chez sa mère, Janine, à Brunoy, dans une HLM de la cité des Hautes-Mardelles. Trémo n'a jamais connu son père, il est issu d'un milieu des plus modestes et depuis sa plus tendre enfance n'a fait que naviguer de foyer en foyer. Le jeune homme a un CAP de plomberie, il a travaillé pour divers employeurs auxquels il a donné satisfaction. Après sa libération conditionnelle, septembre 1990, il avait retrouvé un job de magasinier dans un entrepôt de l'Essonne. Aucun suivi psychologique ou thérapeutique.
À partir de ce moment-là, la justice va perdre la trace d'un homme qui allait récidiver à de multiples reprises, agressant des femmes et les violant à une cadence de plus en plus intense. Gérard Bousquet, c'est vous qui menez, vous êtes l'un des policiers qui menait l'enquête à l'époque, et vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Bordeaux. Est-ce que c'est une surprise de voir ce voleur à la roulotte, Patrick Trémaux, en violeur? Parce qu'en général, j'ai déjà posé la question, mais je vous la repose, ça va pas vraiment ensemble. Oui, ça va pas vraiment ensemble, mais toute la difficulté par la suite, et les avocats donc chercheront à aller sur ce terrain. Ils chercheront à démontrer en fait que le Patrick Trémaux était un voleur à la roulotte habituel et un violeur occasionnel. Oui, d'opportunité, comme on dit, c'est ça. D'opportunité, c'est-à-dire que, et lui, c'est chercher à se défendre de la même façon en disant, en fait, je me trouve dans un parking pour voler un autoradio, ou quoi que ce soit dans les véhicules, et je vois une jeune femme qui rentre dans le parking, et donc j'ai une pulsion sexuelle et je peux pas m'en empêcher de la violer. En fait, ce système-là a tenu un temps, mais à la fin et à l'issue de l'enquête, on s'aperçoit que c'est un mode opératoire constant de violeur et pas de voleur. Évidemment, Gérard Bousquet, puisque vous le savez bien mieux que moi, vous avez mené l'enquête, mais il les attend, ces victimes. Trémaux. Il ne fait pas que tomber sur elle au fond d'un parking. Oui, il est aux aguets. Il est aux aguets. Il est là vraisemblablement donc pratiquement 9 fois sur 10 pour attendre sa victime et l'agresser. Alors effectivement, c'est un mode opératoire qui est chez lui constant. Et de toute façon, son parcours judiciaire ne plaide pas pour lui. Le démontrer. Puisque depuis 84, il est connu donc pour un parcours judiciaire de délinquant sexuel. Un mot, Gérard Bousquet, quel est l'homme qui apparaît devant vous? Quel est ce personnage que vous découvrez? Vous ne le connaissez pas, évidemment, à l'époque. Non, en fait, l'intérêt à titre personnel, à titre enquêteur dans cette affaire-là, je vais dire très immodestement que j'ai été celui qui l'a fait avouer. Oui, c'est vrai, mais racontez-nous. Alors... L'aveu a été particulier. La veille au soir, juste après son arrestation, mon collègue et ami Guy Bertrand avait commencé l'enquête. Il y a deux solutions dans ces affaires-là, où on le prend, je dirais, à l'amitié, ou on le prend un peu plus durement. Eux, dans le groupe donc de Guy, il avait pris un petit peu durement. On faisait pas de la torture, hein, mais bon, il avait secoué un petit peu, c'est-à-dire en essayant de l'amener dans ses contradictions. Et visiblement, il en avait profité lui pour se mettre la tête dans les pancarts, vous voyez, pour menacer se blesser volontairement, menacer de se blesser. Menacé de se blesser, et donc ils avaient compris que de toute façon la méthode un peu dure ne donnerait rien. Alors ça, Gérard Bousquet, c'est les bad cops, hein, les mauvais flics, comme on dit aux États-Unis. Vous êtes le good cop, le gentil flic. Ouais. Hein, c'est pas tout à fait. C'est une méthode que j'ai employée, mais dans mon état d'esprit à l'époque, j'avais pas de haine vis-à-vis de ce gars-là. Vous voyez, c'est étonnant à dire, mais je comprenais plus ou moins son comportement. La seule chose que je voulais, moi, c'est vis-à-vis de lui, me comporter plus comme un psychiatre que comme un flic. Ah, c'est ça. Essayer de rentrer dans son système. Voilà, ça peut paraître étonnant. En fait, quand il est face à moi, je le vois arriver donc le matin dans mon bureau pour la deuxième séance d'interview et d'entretien donc. Et là, je le vois, il est sur la défensive en se disant, ce flic-là, qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va me demander? Et contrairement à ce qu'il pouvait penser, je l'amène donc face à moi dans une comment dire, une façon une posture d'appréhender, une posture, voilà, j'ai cherché le terme, excusez-moi, une posture de compréhension vis-à-vis de sa qualité d'homme, et tout simplement en lui disant, voilà, il faut, je me souviens très bien des termes que j'avais employés. J'ai dit, écoute, Patrick, maintenant, il faut que ça s'arrête. Ouais. Moi, tu n'as pas avoué.
tu n'as pas avoué, ok, d'accord, mais moi je suis persuadé que c'est toi, pour le reste. Donc il faut que ça s'arrête, il faut que tu te libères de ce poids. Et ça a été essentiel, c'est-à-dire au lieu d'avoir en face de lui un flic qui le jugeait, ou voire un homme qui le jugeait, il avait en face de lui quelqu'un qui était dans une posture de compréhension, presque d'empathie. Et ça l'a complètement déstabilisé. Et ça a marché, évidemment, Gérard Bousquet. Stéphane Boucher, journaliste, vous connaissez bien cette affaire. Il a, on l'a dit, mais très rapidement, il a un passé Trémo qui pèse pas en sa faveur. C'est lourd. Mais quand il est arrêté avec ses chaussures jaunes pour un vol à la roulotte dans le 12e arrondissement de Paris, on n'a pas tout de suite ses antécédents, mais le temps qu'il soit transféré à la 4e division de police judiciaire à l'époque, on a vérifié ses antécédents, on a vu qu'il avait quand même 2 condamnations, une à 18 mois de prison pour une exhibition sexuelle et surtout, très jeune, une condamnation devant les assises du Val-de-Marne à Créteil pour un viol caractérisé. Il a fait 4 ans de prison sur les 7, donc il a déjà un palmarès, je dirais, assez fourni, qui n'a cessé en fait de s'aggraver. Et déjà, Stéphane, on a l'impression qu'il ne peut pas s'arrêter. On a l'impression que dans l'affaire Trémo, c'est une fuite en avant perpétuelle et en fait, il est remis en liberté, il recommence, il est remis en liberté. En fait, il y a tout ça. En fait, son nom résonne. Il est un peu au panthéon de la récidive. Il est en bonne place en matière de récidive criminelle. Trémo, c'est quand même un nom qui se pose, quoi. Patrick Trémo, accablé par les témoignages de ses victimes, ne peut pas espérer échapper à la justice, même en l'absence de preuves matérielles. 11 ans après sa première comparution aux assises pour viol, il va de nouveau être jugé pour les mêmes faits. Cour d'assises de Paris. En ce mois d'octobre 1998, s'ouvre le procès de Patrick Trémo. Sur les 13 victimes citées, 11 sont sur les bancs des parties civiles. Une 14e femme, Gladys, celle-là même qui avait permis, grâce à son témoignage, de confondre le violeur, a été curieusement oubliée par la procédure. Elle n'a jamais reçu de convocation. Des femmes qui, depuis des semaines, redoutaient cette confrontation. Marie-Ange Le Boulaire, qui rédigera un livre sur l'affaire, témoigne dans le journal Le Monde. J'avais peur, j'étais angoissée de ne pas savoir comment j'allais réagir. Est-ce que j'allais me mettre à pleurer ou avoir envie de lui casser la gueule ? En même temps, je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux. La seule fois où j'y suis parvenu, il m'a fait un clin d'œil. C'est un vrai malade. Tout le monde note cette attitude de défiance de la part de l'accusé, un comportement source de malaise dans la salle d'audience. Maître Sylvie Rouget-Bardet, avocate de l'une des victimes, témoigne. Il regardait ces femmes droit dans les yeux et avait un insupportable petit sourire en coin. Patrick Trémo s'explique, mais sa défense est des plus maladroites, avec des formules du genre « Je n'étais pas dans un parking pour casser des femmes, mais pour démonter des voitures ». Il parle de pulsion, s'énerve quand on lui parle de sa mère. Les victimes devinent alors un ton et une colère qu'elles connaissent bien. Elles ont dû affronter cette rage lorsque Patrick Trémo s'est emparé d'elles et les a violées. En dépit du nombre d'agressions constatées, en dépit du fait que Trémo soit en récidive, l'avocate générale ne demande pas la peine maximum. Trémo est condamné à 16 ans de détention avec 8 ans de peine de sûreté. Les victimes sont alors persuadées que lorsque leur agresseur sortira de prison, il recommencera. Elles ont le sentiment que celui-ci est toujours en proie à ses démons. Il récidivera, avertissent-elles. L'homme est incarcéré. Il sera alors théoriquement libérable en septembre 2005. Stéphane Boucher, journaliste, et vous connaissez parfaitement cette affaire. Alors c'est un procès un petit peu surréaliste, j'ai envie de dire, avec le recul, parce que en dépit de l'énormité des faits, ce qui est étonnant, c'est cette peine, finalement, qui est très modéré, vu le nombre de victimes. On a une quinzaine de victimes dans cette affaire qui s'est étalée sur plusieurs années. Parfois, il frappait une fois par semaine. Enfin, on est quand même dans un rythme très, très soutenu. Et on se retrouve aux assises, sachant qu'il a déjà été condamné pour viol aux assises, avec une quinzaine de victimes. La sentence tombe, c'est 16 ans de réclusion criminelle. Et ce que diront les victimes à ce moment-là, c'est que ça faisait à peu près 1 an de détention par victime. Donc le ratio est jugé déjà assez insuffisant par rapport au profil de récidiviste déjà
l'avocat de Trémaux. Et à ce moment-là, les victimes et leurs avocats mettent le doigt sur le fait qu'il y a un risque très très grand de récidive. Et des victimes qui vont d'ailleurs alerter les autorités, hein. Même jusqu'au président de la République. Il y a un avant et après affaire Trémaux, c'est-à-dire qu'il y a une association qui se crée, enfin il y a vraiment un barouf qui est fait, sachant que le procès à l'époque intéresse pas non plus les médias plus que ça. On est dans le début de l'affaire Trémaux, à vrai dire dans le premier acte ou le deuxième acte, et qu'il y aura, on le sait, après il y aura des événements. Il y aura du monde. Alors c'est vrai qu'à ce premier procès, il faut le dire, il n'y a pas de journaliste. Ça passe un peu inaperçu. Ce qui est quand même étonnant vu la gravité des faits. Encore une fois, bon là, mea culpa, mais les journalistes n'y étaient pas. On aurait dû y être, ça aurait peut-être pesé un peu plus dans la balance. Il y a tellement d'affaires de viol qui sont mais à ce niveau-là, les viols en chaîne, il y en a des serial violeurs, il y en a quand même pas 50, il faut quand même le souligner. Gérard Bousquet, vous êtes l'un des policiers qui a mené cette enquête et vous êtes l'homme qui connaissait sans doute le mieux Patrick Trémaux, c'est vous qui l'avez fait avouer, qui l'avez arrêté. Est-ce que, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais est-ce que vous êtes surpris, vous, à l'époque, par ce verdict, qui n'est pas clément, mais qui n'est pas non plus extrême? Non, c'est vraiment peu. Vous savez, on aurait été aux USA, il aurait pris 150 ans. Oui, au moins. Parce que si on décompte les victimes, c'était pas le cas. Non, mais 16 ans, c'est effectivement, c'est 1 an par viol. C'est vraiment minime. Quand on voit les victimes, à quel point elles sont marquées dans leur chair, dans leur âme, et qu'on voit que cet individu qui est un violeur récidiviste de longue date, puisque depuis quand il est arrêté, depuis 10 ans, il est connu comme délinquant sexuel. Exactement. Effectivement, 16 ans, c'est très court. C'est très court, et en plus, par la suite, on en parlera peut-être, mais la remise de peine, quand on voit ce qu'il a fait sur les 16 ans, c'est à pleurer, quoi. Vous en parlerez en toute liberté, évidemment, dans les chapitres suivants. Encore un petit mot, Gérard Bousquet, on en parlait avec Stéphane Boucher. Ces victimes, vous les avez entendues, elles vous ont toutes dit qu'il allait recommencer, que ce type-là, c'était pas possible, etc. Oui, toutes les victimes. D'ailleurs, je me souviens d'une remarque de Marie-Ange Bouler qui disait à son procès qu'il n'était pas soignable. C'est ces termes, exactement. Effectivement, moi ça me paraît, à titre personnel, avec le recul, moi je pense objectivement que cet individu, il n'y a pas de rédemption possible. Voilà. Je pense que il est. D'ailleurs, il y a un petit élément que j'ai relevé là. Et vous savez qu'il a été inquiété lorsqu'il était en prison récemment. On va en parler. Pour Rossel. D'accord. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais ce que vous dites est important. Vous dites, une victime disait, il n'est pas soignable. C'est bien ça ce que vous nous avez dit. Par le jeu des remises de peine, Patrick Trémaux quitte le 7 mai 2005, après 10 ans de prison, le centre pénitentiaire de Melun. Relâché dans la nature, sans aucun suivi psychologique ni programme de réinsertion. Ce 5 juin 2005, Cécile, 24 ans, rentre chez elle, un immeuble de la rue de la Pompe, 16e arrondissement de Paris, les beaux quartiers de la capitale. Un homme l'a précédée dans l'ascenseur, monte au 3e étage, puis redescend 4 à 4 l'escalier pour la retrouver. En quelques secondes, il sort un couteau ou un cutter, il pousse la jeune femme dans le local poubelle et la viole. La victime dépose plainte, évoque un homme qui parle d'une voix douce mais peut se montrer menaçant. Le 20 juin, une deuxième femme est agressée selon le même mode opératoire dans un immeuble du 19e arrondissement. La police est troublée par ces attaques. Des enquêteurs ont en mémoire le dossier Trémaux. Ils commencent à se poser des questions. Trop de similitudes. 3e attaque d'une femme à Paris, une nouvelle fois dans un hall d'immeuble. Celle-ci se souvient de son visage. Elle reconnaît Trémaux au milieu de photos qu'on lui présente. Après sa sortie de prison, l'intéressé est retourné vivre chez sa mère dans la HLM de Brunoy. Le 22 septembre, il est arrêté. Ces 3 dernières victimes le reconnaissent alors qu'il est en garde à vue. L'arrestation de Patrick Trémaux n'est pas une surprise pour les premières victimes. C'est évident, une fois libre, il allait recommencer. J'attendais juste de savoir quand il allait à nouveau violer, confie Marie-Ange Le Bouler. La consternation fait place à la polémique. L'affaire Trémaux se déplace sur le terrain politique. Pourquoi les autorités ne se sont-elles pas inquiétées de cette libération alors que les victimes avaient lancé des mises en garde au plus haut niveau? Réponse:
Trémaux avait été condamné avant l'adoption de la nouvelle loi sur le suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels. Il ne pouvait donc pas y être soumis. Il n'a fait l'objet d'aucun contrôle. 3 février 2009, Patrick Trémaux, défendu par maître Henri Leclerc, comparé pour ces 3 derniers crimes. Il déclare alors regretter avoir violé toutes ces femmes, un mea culpa tardif pour ses premières victimes venues témoigner. L'une d'elles indique qu'elle ne croit pas à son repentir et à ses remords. 20 ans de prison, assortis de 10 ans de sûreté. Les choses sont aujourd'hui entre les mains de Patrick Trémaux, s'il veut assurer sa réinsertion. Mais elles sont aussi entre les mains de l'administration. Il faut que ce garçon soit suivi. Alors Stéphane Boucher, journaliste et invité aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. On vient d'écouter, c'est la voix de maître Henri Leclerc qui défend Trémaux à ce procès. Oui. Il dit les choses sont dans les mains de Trémaux, mais aussi de l'institution judiciaire. Il est devenu à ce moment-là Trémaux tout de suite l'emblème de la récidive, j'ai l'impression. Hein. Le battage qu'il y a eu autour du nom de Trémaux, il en a fait vraiment le symbole de la récidive en matière criminelle et notamment dans les affaires de viol. Il se retrouve quand même pour la deuxième fois aux assises dans une posture qui est quand même difficile. Il aurait pu, en fait, Leclerc a essayé seule ligne de défense de Leclerc dans cette affaire, c'était de plaider l'enfance difficile de l'accusé, ses problèmes avec sa mère, son relationnel difficile avec les femmes, et à chaque fois, je dirais que la défense, et en l'occurrence maître Leclerc, a réussi un peu à apitoyer les jurés, parce que comparé au quantum qu'il encourait, il s'en est toujours plutôt bien tiré. Jusqu'à l'avocat général, qui va dire... Philippe Bilger, qui était à ce procès-là, qui aurait pu requérir plus, a demandé 20 ans, alors que moi j'ai vu aux assises, parfois, dans des cas de récidive criminelle dans la matière de viol, prononcer 30 ans de manière claire et définitive. Mais disons que dans l'affaire Trémaux, on dirait qu'à chaque fois, il y a eu une sorte d'apitoiement des jurés envers ce personnage. En tout cas, la foudre ne tombe pas une nouvelle fois sur Trémaux. Gérard Bousquet, vous êtes l'enquêteur numéro 1 dans cette histoire, l'homme qui l'a interpellé, je crois, à 2 reprises. Vous avez la surprise de le retrouver à nouveau, ce Patrick Trémaux, derrière cette nouvelle série de viols, ces 3 viols? D'une part, je voudrais vous dire que c'est pas moi qui l'ai interpellé. C'est pour l'histoire avec un petit H, je reste celui qui l'a fait avouer. Oui. C'est pas moi qui l'ai interpellé. D'accord. Non, mais dans le détail, mais juste, est-ce que vous êtes vraiment surpris de retrouver ce client, comme vous les appelez? Non, on n'est pas surpris parce que en fait, si vous voulez, nous les policiers, on est très pragmatiques et notamment en matière de délinquance sexuelle, on est très très prudents. Moi, je pense qu'ils sont pas amendables, ces gens-là. Et voilà. Donc, quand on voit le parcours de Trémaux, on est épouvanté par le fait que cet homme ne peut voir dans la femme qu'un instrument sexuel qu'il doit contraindre avec force, quoi. Voilà, et sous la contrainte. Donc, je veux dire, moi, ça me paraît anormal que ce gars-là ait pu bénéficier d'autant de mensuétude, c'est ça, de peine. Ouais, de mensuétude, parce que 20 ans, oui, c'est bon. À la limite, pour 3 viols, il aura pris beaucoup plus que pour 16. Ce qui est étonnant quand même. Ouais. Ce qui est étonnant. Enfin, ils n'ont pas été si durs que ça, puisque par la suite, il a bénéficié d'une libération aussi. Mais si vous voulez, nous, les policiers, on n'a pas trop de. Vous savez, un braqueur de banque, il peut rentrer dans le rang. Un délinquant sexuel, moi, je ne crois absolument pas au fait qu'ils vont se réinsérer. Cette fois, Patrick Trémaux va effectuer 12 ans de détention avant que sa libération conditionnelle soit acceptée en juin 2021. Un condamné alors soumis à divers contrôles, notamment une évaluation psychologique. Une sortie qui, malgré les années écoulées, ne va pas vraiment passer inaperçue. 17 juin 2021, Patrick Trémaux, 52 ans, retrouve la liberté. Après 16 ans de prison, il était potentiellement libérable depuis le mois de septembre 2015, mais
Les juges, au regard du profil à risque du détenu, ont préféré reculer l'échéance. En 2017, une affaire de clés USB volées en prison et une condamnation à 2 mois de prison ont retardé l'échéance d'une sortie. Cette libération déclenche une déferlante de réactions hostiles. Il était prévu que Trémaux s'installe discrètement en Seine-et-Marne, sur la commune de Coulommiers, mais une levée de boucliers contrarie ce projet. Les habitants manifestent pour obtenir son expulsion. Ils se disent inquiets à l'idée de côtoyer un homme qui est peut-être sur le point de repasser à l'acte. Mi-juillet 2021, Trémaux déménage à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. Nouvelle colère des voisins quand ils apprennent cette installation. Trémaux est persona non grata. Il sera même agressé dans son appartement dans la nuit du 6 au 7 août par 3 hommes déguisés en policiers. Impossible pour Patrick Trémaux de se faire oublier. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui avait défendu l'une des victimes du violeur, estime que l'institution s'est retrouvée devant le fait accompli après le refus du maire de Coulommiers d'accueillir l'intéressé. Le maire de Saint-Denis ne conteste pas le droit à la réinsertion, mais estime que le choix de sa ville n'était pas le mieux adapté dans ce cas précis. Patrick Trémaux semble être condamné à rester à jamais le violeur des parkings. Stéphane Boucher, journaliste, on vous retrouve dans le studio de l'heure du crime. Patrick Trémaux, c'est un nom qui est sans à jamais le souffre, c'est fini. Le documentaire qu'on avait fait pour la télévision il y a quelques années, c'était en 2015, au moment où il a été au bout de sa période de sûreté. Il y avait un des intervenants qui disait le magistrat qui va libérer Patrick Trémaux est peut-être pas né, pas encore sorti de l'école de la magistrature, sachant que c'était déjà le dossier Trémaux était déjà une patate chaude. Aujourd'hui, Dupond-Moretti est garde des Sceaux. Il a défendu une des victimes de Trémaux, donc il connaît parfaitement l'affaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, son nom est tellement associé à la récidive en matière criminelle que on ne sait pas trop quoi en faire. Et c'est quand même un cas, parce qu'on sait que dans les pays anglo-saxons, il y a des noms de gens, d'agresseurs sexuels qui sont publiés dans les villes où ils vont s'installer. C'est quelque chose qui est assez monnaie courante. Et en France, là, mais comme quoi, une fois de plus, l'institution judiciaire a quand même des problèmes à gérer cette affaire Trémaux, entre les défaillances les défaillances qu'il y a eu à plusieurs moments de l'affaire et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Ça pose à la fois la question de la récidive et la question de la réinsertion. Alors on voit ces réactions hostiles, Coulommiers, à Saint-Denis. Je suppose qu'il est encadré, Trémaux, aujourd'hui. Il y a un suivi. Disons que c'est ce qui a été prononcé à sa dernière condamnation aux assises, donc en 2009. Donc a priori oui, mais dans quelle mesure, à quelle fréquence? Il a un bracelet électronique. Voilà, il y a un bracelet électronique, mais où est-ce qu'il peut se rendre? Parce que au bout d'un moment, le bracelet électronique, on va bien finir par lui enlever. Il sera à nouveau dans la nature et effectivement, qu'il y a quand même des questions qui se posent vu son profil et vu, il est quand même passé 3 fois aux assises pour plusieurs séries de viols. Gérard Bousquet, policier, est l'un des policiers qui a mené cette enquête sur Trémaux. Quelles leçons vous tirez de cette très longue enquête? Chaque fois vous l'avez repris, mais j'ai envie de dire à quel prix? Parce qu'il y a eu des récidives en chaîne. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de tout ça? Vous savez, je pense que cette affaire Trémaux, c'est un petit peu emblématique des dérives judiciaires en France, notamment sur l'excès des remises de peine. Moi, j'ai fait un calcul tout simple. Il a été condamné à 43 ans de prison sur 3 affaires de viol. Et en fait, il a eu 13 ans de remise de peine. Ce qui est donc énorme. Ça fait pratiquement un quart. Un quart. Or, d'autre part, j'ai lu récemment qu'il avait absolument donc purgé sa peine totale de 20 ans là. Mais si je fais le calcul, il a été condamné à 20 ans en 2009 et donc ça devrait faire normalement 2029, ok. Mais en fait, il est sorti donc il était incarcéré depuis 2005. Si je fais le calcul des 20 ans, il aurait dû sortir donc c'est-à-dire qu'il aurait dû sortir en 2024. Okay. Je vous suis. Je suis très mauvais en chiffres, mais je vous suis. En tout cas, la morale, c'est qu'il est sorti trop tôt. C'est ce que vous nous dites. Écoutez, là, même encore, on me dit il a fait ses 20 ans. Non, il n'a pas fait ses 20 ans. 2005 plus 20, ça fait 2025. On est d'accord. Je ne suis pas fort en arithmétique, mais c'est moins ça. 2020 plus 25, ça fait 2025. Donc là, il est sorti en 2021. Donc 2021, si je fais le calcul, ça fait entre 3 ans. 3 ans de moins. 3 ans de moins. En un mot, Gérard Bousquet, parce que l'heure tourne et on arrive au bout de l'émission. En un mot, est-ce que
on peut craindre, parlons clairement, vu les réactions hostiles que l'on a vues, est-ce qu'on peut craindre une récidive? Ou bien non, ça fait partie du... Écoutez, on se reverra peut-être plus tard, mais je peux vous dire que moi je suis très pessimiste. Parce que notamment un petit détail juste très rapidement. Rapide. Il a été un Melun. Il a été donc embêté avec une histoire de détention de clé USB. Cette clé USB, c'était donc du recel d'images pornographiques. Ok. Donc tout récemment. Donc ça veut dire qu'il n'a pas donc délaissé ses démons habituels. Il ne s'est pas amendé. Merci beaucoup Gérard Bousquet. Vous étiez en ligne depuis le bureau RTL de Bordeaux avec notre ami Philippe de Maria. Merci Stéphane Boucher d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.